Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule spéciale guerre en Ukraine avec nul autre que Dimitri de Koshko et le capitaine Place qui va venir nous parler du dossier de Prigozhin. Alors, en direct de Paris, j'ai avec moi M. Dimitri de Koshko. M. de Koshko, bonsoir. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai aussi, pour me seconder, tout le monde le connaît, vous le connaissez bien, en direct de quelque part en Europe, le capitaine Pierre Place. Capitaine, bonsoir. Bonsoir Karl, bonsoir Dimitri et bonsoir à tous nos auditeurs qui nous sont fidèles. Capitaine, on a cru bon de faire venir M. de Koshko pour venir commenter ce dossier-là qui a fait parler les médias depuis plusieurs jours maintenant, l'affaire Prigozhin. Et comme question, ou en tout cas pour introduire cette entrevue-là, on a choisi le titre « L'affaire Prigozhin permettra-t-elle de nettoyer les écuries d'Augias ?» Écoutez, grâce à vos nombreux contacts ici au Québec, on a pu bénéficier là, de l'analyse de Mme Karine Bechet-Golovko qui semblait dire là, que c'était un réel... il y avait une mutinerie qui était en développement, qu'il fallait prendre ce dossier-là au sérieux, mais qu'au bout de la ligne, c'était pas une remise en question du pouvoir de Poutine, mais plus une critique vive de la haute direction de l'armée russe. On sait qu'en Russie, il y en a qui voudraient qu'on soit plus agressif dans le dossier ukrainien, d'autres qui voudraient qu'on le soit moins. Donc, il y en a aussi comme Adris Aberkan qui ont parlé d'un terme qu'on parle aussi ici à l'émission, là, qu'on a découvert ces dernières semaines, c'est-à-dire, je vais le mettre à l'écran, la masse, excusez ici, je vais juste, donnez-moi 2 petites secondes. Oui, c'est ça, Maskirovka, M. de Koshko, merci. Donc ça, c'est Idriss Aberkan qui nous est arrivé avec cette théorie-là, que c'était un coup monté de Vladimir Poutine pour nettoyer l'armée russe. Donc, grâce à vous, monsieur le capitaine Place, on fait venir M. de Koshko pour mieux comprendre avec le recul, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vous donne la parole. Alors, effectivement, bon, je rappelle que Dimitri Koshko est président de l'association Stop Russophobie, qui est une association qui milite en faveur de la paix, hein, et dont je suis secrétaire général. C'est important, donc Stop Russophobie, dont le logo est ici. Et donc, je rappelle qu'il a une longue expérience comme reporter dans le journalisme et qu'il a l'expertise et les connexions il était récemment à Moscou, pour savoir à peu près, plus que ça, en tout cas mieux que nos stratèges de plateau, ce qui se passe réellement. Donc ça, pour bien situer l'expertise de Dimitri. Alors, évidemment, avant de l'inviter sur le plateau, j'en ai parlé avec lui, il m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de points bon, je subodorais, mais qui étaient nécessaires. Je pense qu'il y a plusieurs volets dans cette affaire. Il y a d'abord effectivement, première chose il faut bien comprendre quelle est la manœuvre de la Russie en Ukraine, enfin dans le Donbass en tout cas, parce qu'ils ne sont pas en Ukraine, ils sont dans le Donbass, c'est la Russie maintenant. Il s'agissait de protéger les populations, et il s'agissait également de contrer l'hégémonie anglo-américaine qui s'exprime à travers la conquête de l'Est, puisqu'il y a quand même maintenant, avec la Finlande et la Suède, 16 pays qui ont rejoint l'OTAN. Donc c'est bien une conquête de l'Est qui est en cours. Ces 16 pays, il y a donc plus de pays qui ont rejoint l'OTAN depuis la fin depuis la fin de l'URSS qu'il n'y en avait à l'époque du pacte de Varsovie. Donc le pacte de Varsovie était dissous et on voit que l'OTAN se grossit, se gonfle comme la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. Et donc ça, c'est un point essentiel, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a un héritage qui date de la guerre froide au niveau de l'armée russe, hein,
connu des moments très durs entre l'armée rouge et l'armée russe, c'est-à-dire qu'il y a eu une période dans les Diamianosti, les années 90, pour lesquelles les militaires n'étaient pas payés et où ils étaient obligés de commencer par vendre leurs insignes, puis leurs casquettes, puis leurs uniformes, puis des kalachnikovs, puis des chars et des hélicoptères, donc surtout en Ukraine d'ailleurs. Et donc, c'était l'armée rouge en Ukraine. Et donc, ça, c'est important de comprendre ça, parce que c'était un système mafieux qui s'est installé et qui a fait de certains généraux des sortes d'oligarques. Ensuite, il y a évidemment la conduite des opérations actuelles, qui peut effectivement poser problème. Et puis, il y a une cinquième colonne réelle en Russie. Et je pense que cette affaire a permis de faire sortir du bois des gens qui, alors est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est par hasard? Ça, c'est une question à laquelle peut-être Dimitri essayera de répondre. Mais en tout cas, il y a des gens qui se sont dit, ça y est, on va gagner, on va se débarrasser du président Poutine. Et parmi eux, il n'y a pas que des militaires, il y a même pas mal de civils qui cachaient leur jeu et qui sont, parce que évidemment, parmi les oligarques, il y en a beaucoup qui ne sont pas favorables, qui sont favorables au système libéral et qui voudraient bien, qui sont favorables au contraire au système anglo-américain. Donc, comme il s'agit d'une lutte contre un système économique et financier, surtout monétaire, et que là, on va avoir le sommet des BRICS, l'important, comme toujours à la guerre c'est échanger du terrain contre des délais et des délais contre du terrain. L'important, justement, c'est de gagner des délais, parce que les Russes gardent le terrain qu'ils ont conquis. Donc, si c'est comme dans un match où on a marqué un but et l'autre 0, on joue la montre. À quoi avons-nous assisté ces derniers jours en Russie? Certains voyaient le début de la fin de Poutine. À quoi avons-nous assisté ces derniers jours avec Prigozhin? Non, mais ce que vous avez cité deux des intervenants et amis que j'ai, notamment Mme Vsevolodko, qui a parfaitement raison en soulignant que c'est un élément important, c'est un événement important, l'affaire Prigozhin, justement, qui est révélatrice de quelque chose dans le déroulement des événements d'Ukraine. Quant à Idriss, je pense que Maskirovka est excessif, mais que cette aventure, disons, permettra peut-être de nettoyer justement les écuries d'Ogias. C'est pourquoi j'en ai parlé. Là aussi, on est d'accord, en fait. Donc, je ne peux que ajouter à ce que vous ont dit, en fait, vos interlocuteurs précédents. Alors, je partirai de l'idée que, en ce moment, sans remonter trop loin, justement, il y a plusieurs aspects. En ce moment, et depuis déjà un petit mois, je dirais, c'est-à-dire quand on était sans arrêt en train de parler sur tous les plateaux occidentaux, mais aussi parmi les responsables politiques occidentaux, de la, entre guillemets, contre-offensive ukrainienne, qui est une contre-offensive qui n'est pas vraiment contre, puisqu'il n'y a pas d'offensive. Mais il a commencé à avoir des rumeurs, notamment suite à une réunion à Copenhague et autres, de possibilités de pourparlers, d'un cessez-le-feu, d'un armistice, etc. Il est évident aujourd'hui que si un armistice ou un cessez-le-feu intervenait, ce serait, je dirais, en impliquant un scénario à la coréenne, c'est-à-dire avec un conflit gelé qu'on pourrait reprendre quand bon semblerait ou quand le rapport des forces serait favorable à celui qui reprendrait ce conflit. Compte tenu de l'absence de confiance possible envers les Otaniens occidentaux, suite à ce qu'ils ont pu faire avec les accords de Minsk, notamment, avec ce qu'ils ont pu faire avec l'extension de l'OTAN vers l'Est, malgré les promesses de M. Baker à Gorbatchev, répétées par d'autres dirigeants occidentaux,
Eh bien, évidemment, c'est-à-dire, je rappelle, hein, il y avait une promesse de Baker et donc d'autres dirigeants occidentaux, notamment des télégrammes diplomatiques, disant que l'Occident n'avancerait pas d'un pouce par rapport à l'Allemagne anciennement de l'Est, pour ce qui est de l'OTAN. Et on voit où on en est aujourd'hui, puisque même les pays baltes sont sous la botte de l'OTAN. Et Il y a maintenant, il y a 16 pays. la Finlande et la Suède. Enfin, la Suède Ouais. quasiment. Donc, c'est impossible aujourd'hui pour la direction russe ou pour un gouvernement responsable russe de faire confiance aux Occidentaux. Maintenant, un rapport de force peut exister et la partie russe être contrainte d'accepter d'aller vers un cessez-le-feu, surtout si à l'intérieur même de la Russie, à l'intérieur même de l'administration et des élites, entre guillemets, russes, il y a suffisamment de gens qui, en fait, veulent continuer leur vocation de comprador. Je reprends là le terme latino-américain, hein, des compradores, des Yankees, qui ne font que être les intermédiaires entre le pillage de leur pays par les grandes compagnies américaines et qui dirigent les pays en fonction des intérêts étrangers des gringos par Oui. rapport à les intérêts de leur pays. Ce qui était la vocation de la Russie en 90, après l'effondrement de l'URSS. C'est-à-dire que l'idée, c'était que la Russie soit dans la répartition mondiale une sorte de fourniture de matières premières pour pas trop cher, dirigée par une classe de compradors et d'oligarques qu'on laissait s'enrichir, mais qui servait assez servilement toute une série de compagnies anglo-saxonnes essentiellement, et Voilà. aussi allemandes et européennes de l'Ouest. Hein. Et en échange donc de leurs yachts, de leurs abus en tout genre, dont par ailleurs on se moquait bien, car quand même le comprador, il faut bien le dire, est quand même méprisé par le maître anglo-saxon, et c'était le cas de ces oligarques dont on se moquait volontiers dans nos médias. Oui, Mais ces c'était le cas de oligarques-là Yeltsin. et ces compradors sont toujours là. Et malgré le fait que les sanctions, entre guillemets, les embargos occidentaux, otaniens contre eux, depuis l'opération militaire spéciale notamment, mais aussi depuis l'affaire Magnitsky, en fait, qui était le début de la campagne en fait américaine contre la Russie. Hein. On peut y revenir, mais enfin bon, là, ça serait trop long. Eh bien, ces gens-là veulent garder cette vocation et veulent retrouver leur yacht et leur villa sur la Côte d'Azur ou sur le nord de l'Italie. Et de ce point de vue-là, serait assez favorable à une paix séparée, une espèce d'armistice qui, croit-il, permettra aux Occidentaux de leur rendre leurs économies, volées souvent par les banques occidentales ou par les autorités occidentales, comme d'ailleurs les 300 milliards Oui. que la Russie, que la Banque centrale russe a commis l'imprudence de placer dans les banques occidentales. Là aussi, en faisant confiance aux Occidentaux. Et là, je pense qu'ils s'en mordent les doigts encore aujourd'hui et qu'ils vont continuer sans doute. Donc, évidemment qu'il y a des forces qui sont assez favorables à cette idée d'un scénario à la coréenne qui gèlerait un peu les choses et qui permettrait de revenir sur les bateaux ancrés quelque part dans les différents havres du midi de l'Europe. Mais on n'est plus là. Eh bien, mais manque de peau, il semblerait, et c'était avant l'aventure Prigojine, mais Prigojine était évidemment le vainqueur de Bakhmut quand même en Ukraine. Hein. Ah oui. Poutine a fait plusieurs choses. Il a réuni des correspondants de guerre. On a très peu parlé évidemment dans les médias occidentaux.
Mais il y a eu des images qui ont été montrées à la télévision russe, censurées chez nous, mais qu'on peut arriver tout de même à voir, comme toujours. On écoutait Radio Londres à l'époque de la résistance en France pendant la guerre. Nous, on fait pareil grâce au VPN et autres. Eh bien, ça serait dommage pour des journalistes quand même de ne pas avoir accès à de l'information. Donc, on essaie de l'avoir. Cette réunion avec des correspondants de presse et des blogueurs, y compris ukrainiens, qui ont été réunis par Poutine avec 1 heure de réunion quasi publique et presque 1 heure aussi de réunion à huis clos. À huis clos. Avec ces, en fait, journalistes et blogueurs. C'est pas tous les jours qu'un président réunit ce genre de gens. Hein. Ah oui, oui. C'est évident que ça fait partie de la culture KGBiste, je dirais, de Poutine, qui sait. Ah oui, le renseignement. Son entourage lui raconte des salades. Comme partout dans le monde, c'est normal. Si vous voulez monter dans la hiérarchie, avoir de la promotion, il vaut mieux brosser le chef dans le sens du poil. Mais Vladimir Poutine prend soin d'aller s'informer ailleurs. Donc, Poutine estime utile d'aller s'informer auprès des gens qui, eux, sont sur le terrain et sont susceptibles de lui raconter des choses vraies par rapport aux généraux qui vont avoir tendance à embellir quelque peu les choses, à lui donner des bilans de chars abattus, d'avions, de grandes victoires, de machins, de trucs, etc. Et comme quoi leur génie intrinsèque leur permet de remporter des victoires, etc., etc. Poutine sait très bien que la moitié est fausse, sans doute, comme partout, encore une fois. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais Poutine le sait que ça fonctionne comme ça, donc il se prend une autre information. Et parmi les choses qui ont filtré dans les images publiques, il y en a une d'un correspondant de guerre avec une grande barbe rousse qui est connu comme n'étant pas du tout docile, hein, et qui dit à Poutine, pose la question, vous savez que dans l'armée, jusqu'au grade de colonel, on n'est pas très content du fait qu'on ne peut pas avoir de promotion parce que les généraux bloquent tout. Les généraux, ils acceptent des généraux parmi leurs fils, leur petite famille, le népotisme. C'est partout aussi, hein. Mais ou disons que c'est une tendance partout. Et enfin là, c'est la guerre. En revanche, voilà. En revanche, quand Napoléon s'est retrouvé à la tête des armées révolutionnaires, il est vrai, avec l'événement révolutionnaire avant, ces généraux et ces maréchaux, c'est devenu des jeunes qui étaient capables de combattre, pas de cirer les pompes et pas de gérer au mieux les affaires bureaucratiques ou de se faire carrière dans les bureaux de l'OTAN, pour ce qui est de nos généraux de plateau, sans avoir jamais vu un combat ou sans même s'être emmerdé à aller faire des manœuvres dans des champs de betteraves boueux. Très grande nuance aussi, parce qu'on a ça aussi dans l'armée française, par exemple. Ça, je pense que le capitaine confirmera. Oui, on a effectivement la preuve, on n'a pas de mal à trouver des stratèges de plateau qui sont complètement nuls. Qui ont fait leur carrière dans les bureaux de l'OTAN sont aussi mauvais. En léchant les bottes de qui il fallait. Donc voilà, eh bien, il y a la même chose dans l'armée russe. Et c'est encore plus grave parce que pendant les années 90, comme l'a rappelé le capitaine, dans les années 90, il n'y avait plus d'armée. Les salaires étaient plus payés. Ça fait que les meilleurs sont partis. Certains sont même venus s'embaucher à la Légion étrangère en France. Hein. Alors c'est vrai que les officiers, rarement quand même, parce que y en a, j'en ai connu quelques-uns, hein, qui ont essayé, bon, ils ont compris que ce n'était pas de leur niveau. Quoi. Mais des soldats, il y en a plein hein, qui se sont engagés dans la Légion et qui ont plutôt été des bons légionnaires en plus. Okay. On en trouve toujours, il y en a toujours. Et il y en a toujours, bien sûr. Il n'empêche que ces gars-là ont survécu, si vous voulez,
Mais ils ont survécu en faisant faire à leurs hommes des travaux de réfection de salle de bain ou de construction de dacha pour les riches du coin. Ils ont survécu en revendant le matériel qu'il y avait dans ce qu'on appelle les Wayenkomats, c'est-à-dire les, stocks. les militaires, si vous voulez, qui logiquement servent notamment en cas de mobilisation et qui donc doivent tenir le recensement de leur région, ce qu'ils ne faisaient plus. Et ce qui s'est vu au moment de la mobilisation partielle faite par Poutine, où il y a eu un grand bazar, il faut bien le dire, parce qu'il n'y avait plus de liste. Alors du coup, comme les officiers locaux avaient un petit peu peur qu'on découvre qu'ils avaient à peu près tout vendu dans les stocks militaires soviétiques qui avaient été mis dans ces commandements militaires régionaux, et qui n'avaient plus de recensement, ils se sont mis à attraper des jeunes dans la rue, ce qui a été catastrophique au niveau de l'effet psychologique. Et il a fallu que Poutine intervienne lui-même en disant on arrête la fête là, on finit là le bac à sable, vous remettez ça au point, on refait un recensement et on embauche pour la mobilisation que des gens qui ont déjà une expérience militaire ou bien des volontaires. Mais pas, vous vous amusez pas à faire comme les Ukrainiens, à ramasser les gens de force dans la rue. Mais il y a eu ça. Il y a des gens qui ont eu très peur de ça. Et il y a du coup, il y a des tas de gamins, des garçons de 20, 25 ans qui sont partis de Russie pour s'enfuir, pour déserter, si vous voulez. Oui. Donc ça, c'est des effets qui sont quand même assez importants. Donc ces généraux-là, qu'est-ce que je reviens à ma réunion avec les correspondants de guerre là, de Poutine. Et que répond Poutine à cet homme à la barbe rousse? Oui, je sais, les généraux de parquet, alors c'est l'expression russe, c'est-à-dire on dirait des généraux de gala, les généraux inaugureurs de chrysanthèmes, si vous voulez. Des coupeurs de ruban, on appelle ici au Québec. Ça suffit. Le bal de la cour. Et c'est passé à la télé russe. Ensuite, il a évidemment eu d'autres informations. On peut imaginer sur quel ton. On peut imaginer comment ils ont pu renseigner Poutine sur les achats de matériel, les équipements, les incompétences diverses et variées de certains officiers supérieurs par rapport à un corps d'officiers qui, lui, s'est rénové sur le front ukrainien et où, jusqu'au colonel, les combattants sont nettement meilleurs qu'ils n'ont pu être au début. Ah oui. Mais et puis, il y a eu des détournements concernant les matériels et l'argent. Hein. Cette disparité avec les officiers généraux, qui eux sont plutôt la vieille école en majorité, pas tous, hein, en majorité, et donc avec des petites tensions qui peuvent exister, et avec des pratiques anciennes, quelquefois héritées de l'époque soviétique, qui gênent les approvisionnements ou les équipements, voire les rapidités de décision. Et certaines lourdeurs, même au niveau de l'application des règlements. Notamment parce qu'ils ne tiennent pas forcément compte, ces généraux d'opérette, de la réalité des drones et des satellites. N'oublions pas que tout ce qui se passe sur le terrain ukrainien est, comme m'ont dit certains des anciens combattants que j'ai pu interroger, on agit en permanence sur une table ouverte. On sait que les Américains sont là, nous observent, sont prêts, que les drones livrés aux otanos ukrainiens sont là, et quelquefois on ne les voit pas, ils sont petits, ils se mettent au-dessus du soldat et hop, ils laissent tomber une grenade. On a le plus de blessures par des éclats, notamment de ces explosions de grenades quand elles ne sont pas tombées sur le bonhomme lui-même. Donc, il faut des gilets pare-balles
qui ne soient plus les gilets pare-balles traditionnels qui protègent mal des éclats. Donc, ça veut dire qu'il faut les acheter et qu'il faut trouver des nouveaux équipements, mieux adaptés. Alors là, je passe à Wagner. Je reviendrai un peu à Poutine sur cette affaire de la paix séparée, là, enfin de Oui. l'armistice. Wagner, c'est une PME. Wagner, c'est une imitation de ce qu'ont fait les Américains avec Blackwater. Et quand Blackwater a fait ses viols et toutes les exactions qu'ils ont commises et qui ont été rendues publiques, heureusement, a été rebaptisé en académie. Ah oui. Alors, on peut spéculer pour l'avenir en disant qu'il est possible que Wagner devienne Rossini, je ne sais pas. On va bien voir. En tout cas, parce qu'il y a une vocation musicale chez les Wagnériens, quand même. Donc, il est incontestable que quand Wagner achète, et là, il y a eu certaines révélations sur les budgets des Wagner, qui sont des budgets importants et qui expliquent en grande partie la révolte qu'il a faite, évidemment, parce qu'il y a aussi du business et de la révolte dans cette histoire. Ah oui, il allait perdre sa sacoche, son contrat était terminé, c'est ce que Béchet Golovko nous disait. Tout à fait, tout à fait. C'est un classique, c'est assez... Alors là, j'arrête tout de suite. Moi, en tant que soldat, je vous le dis, c'est un classique, c'est la faille du système du mercenariat. Le mercenaire, s'il n'est pas payé, il se retourne contre son chef. Ça a toujours existé. Henri IV a suivi ça, je ne sais plus quelle bataille, où le chef de ses mercenaires lui dit Sire, deux mots, pas de solde, pas de combat. Et Henri IV lui répond est-ce que c'est le fait d'un gentilhomme de réclamer de l'argent au moment d'aller au combat? Et finalement, il y va quand même. Il va au combat quand même. Donc, je citerai la phrase exacte, parce que je vais la retrouver. Donc, c'est un classique. Ça a toujours existé. Le mercenaire qui n'est pas payé, il se retourne contre son maître. Avant ça, alors, il ne s'est pas vraiment retourné. Mais enfin bon. En tout cas, Prigojine, donc, dans cette affaire, pour équiper ses hommes, il fait des études de marché par rapport aux propositions que font des entreprises russes. Parce qu'il y a de l'innovation dans le matos. Prigojine fait des évaluations, fait des études de marché, fait des offres et il achète. Et il ne discute pas, il prend sur le prix. Et puis il achète le meilleur. L'appareil militaire va agir comme un appareil. C'est-à-dire qu'il va agir avec les obligations d'appel d'offres, avec les trucages des appels d'offres en fonction des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, en fonction des rétrocommissions, en fonction de rapport qualité-prix, ce qui n'est pas forcément le meilleur. Et on va acheter des gilets pare-balles qui seront moins efficaces pour arrêter les éclats. Et quand je parle de gilets pare-balles, je pourrais parler aussi de fusils anti-drones qui ont été élaborés et qui sont des trucs assez délicats, enfin bref, qui marchent un peu comme un four micro-ondes, si vous voulez, comme un outil, comme un fusil. Et c'est des achats qui sont aujourd'hui prioritaires pour les troupes russes. Donc, si les achats sont lents, les équipements sont lents. Et les conséquences, c'est qu'il y a des gens qui se font tuer. Donc, tout ça mis bout à bout, quand Prigojine voit arriver la fin de son contrat, qui avait été prolongé d'1 mois, quand même, jusqu'à la fin juin, où on lui propose, de rejoindre l'armée, en fait, en une sorte de légion étrangère, en quelque sorte, où, si vous voulez, quand il est allé prendre des détenus dans les prisons, il a fait finalement ce que la France avait fait pendant la guerre d'Indochine.
Ben oui, ben oui. On a tous fait ça. Je veux dire, tous les pays ont fait ça. Ben Les oui. Américains l'ont fait aussi pour le Vietnam. Toujours, Et, toujours. et puis la Légion Tout le étrangère monde a toujours fait ça. a longtemps été un abri pour quand même des gens qui avaient fait quelques erreurs de parcours dans leur vie. Il y a juste les journalistes de plateau de LCI qui ont découvert ça dans le dernier conflit. Oui, non, mais bon, eux, ils font de la com, c'est autre chose. Voilà. Donc, On continue. et donc, c'est assez intéressant de voir que, bon, Prigojine, là-dessus, il n'est pas trop d'accord pour son histoire de contrat, pour être intégré dans l'armée, puisque, alors c'est dans ses déclarations tonitruantes, quand il s'en prend à Shoigu, le ministre de la Défense, ou à Gerasimov, le chef d'état-major, en fait, ce qu'il leur reproche, c'est ça. C'est la lourdeur de leur système. C'est le fait que des généraux qu'ils considèrent comme incompétents et qu'une bonne partie des officiers de l'armée, jusqu'au rang de colonel, considèrent aussi comme pas suffisamment compétents, eh bien, il refuse de rentrer dans cet appareil-là et veut garder son autonomie d'action, de possibilités d'achat, de fourniture, etc., etc. Mais du point de vue politique, la souplesse des Wagner s'avère moins utile une fois que les positions de l'armée ont été consolidées dans la tactique d'une ligne de défense. Alors on a dit quelquefois, le Russe c'est un échec parce qu'il piétine, etc. Mais il piétine, c'est par rapport à ce que les Occidentaux ont dit qu'allaient faire les Russes. Les Russes n'ont pas dit ce qu'ils allaient faire. C'est ça. Donc leur tactique. Non, mais de toute façon, ils ne piétinent pas. Ils piétinent pas, ils appliquent la doctrine fondamentale de toute guerre, hein, échanger des délais contre du terrain. Ils ont conquis le terrain, ils ne l'ont pas perdu, on le voit. Le terrain qu'ils ont conquis, ils le gardent. Et maintenant, ils ont intérêt à garder à gagner du temps, des délais, hein, et si les anglo-saxons souhaitent une négociation, c'est précisément parce qu'ils ont besoin de gagner du temps, eux aussi, également des délais, mais pour se réarmer, pour changer de mode opératoire, hein, et fatiguer. Mais le temps joue en faveur des Russes, puisque l'objectif, je le rappelle, hein, on va le voir au sommet des BRICS, là, c'est de supplanter le dollar par un panier de monnaie, hein, qui permettra d'effondrer l'hégémonie américaine. Et s'il n'y a plus de dollars, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de guerre. Donc ce serait une erreur de toute façon de négocier maintenant. Que la défense du dollar soit une des raisons fondamentales de la guerre provoquée en Ukraine par l'OTAN, c'est une évidence. Maintenant, je ne pense pas que les Russes se fassent beaucoup d'illusions sur le renversement du dollar immédiat après le congrès des BRICS. Ils savent que le dollar va résister encore un certain temps. C'est à peu près évident, ne serait-ce que parce que et la Chine, et l'Arabie Saoudite, et d'autres pays, y compris la Russie d'ailleurs, ont encore pas mal de bons du trésor américain dans leur réserve de panier de devises. Donc, je ne pense pas que ça se fasse du jour au lendemain. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément souhaitable parce que ça serait un désordre financier qui peut être lourd de conséquences pour tout le monde. Donc, je reviens à Prigojine. On va revenir à Prigojine parce que sinon, on va s'éloigner beaucoup trop. Prigojine, donc, avec tout ce background-là, avec le fait que Poutine a non seulement vu les correspondants de guerre, quand il y avait toutes ces rumeurs de négociations à part, là, d'armistice possible, eh bien, il a aussi montré à la délégation africaine venue parler justement de possibilités de paix, il a montré l'accord auquel étaient parvenus les Russes et les Ukrainiens au mois de mars 2022, signé par le plénipotentiaire ukrainien et dans lequel il y avait beaucoup de concessions de la part des Russes, ce qui d'ailleurs, dans une partie de l'opinion russe, était considéré comme une trahison. Ah oui, ah oui. Puisque la Russie cédait beaucoup de choses. Le seul point sur lequel ils n'étaient pas tombés d'accord, ils n'étaient pas arrivés à tomber d'accord,
et c'était un point qui était négociable par la suite, pensaient les Russes, c'est le rôle de la personnalité de Bandera et du nazisme en Ukraine. Ce qui était quand même un des buts de l'opération militaire spéciale quand même, hein, la dénazification. Et ça, la délégation ukrainienne ne voulait pas lâcher. Il fallait que Bandera reste un héros ukrainien. C'est le seul point sur lequel ils ne s'étaient pas arrivés à se mettre d'accord. Tout le reste, ils sont arrivés à se mettre d'accord. Donc, y compris le statut des républiques de Lugansk et de Donetsk, y compris la question de la Crimée, ce qui est quand même pas mal. Oui. C'est visiblement du côté ukrainien, c'est une négociation qui n'a pas été forcément très facile, puisqu'ils ont tué deux de leurs représentants. Il n'y a qu'en Ukraine qu'on voit ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment on peut. Moi, j'ai rarement vu qu'on tuait un des participants ou pour parler de paix avec des adversaires. Qu'on tue plénipotentiaire. C'est fabuleux. Mais eux, ils l'ont fait. Eux, ils l'ont fait et c'est passé comme une lettre à la poste sur les médias occidentaux. Hein. Bon, bref, on a très peu parlé de cette histoire d'accord de paix, puisque c'est à la. Enfin, de paix, de cessez-le-feu. Puisque c'est à la suite de ça que Johnson est arrivé en catastrophe à Kiev et a dit à Zelensky interdit de signer ça. Non, vous continuez à vous battre. On va vous fournir les armes pour ça. Et vous nous fournissez la chair à canon pour nos projets. Et Zelensky. C'est un classique, hein. En fidèle acteur recruté par la production anglo-saxonne, a accepté et a joué le jeu en se déguisant en t-shirt, en allant partout, lire les discours enflammés que lui rédigeaient les gens du MI6. Et oui. Donc voilà. C'est un classique. Hein. Et comment ça s'appelle comme visiblement les rodomontades de Prigojine, qui avant en plus avaient servi lors de la bataille de Bakhmout à intoxiquer l'ennemi aussi. C'est-à-dire que là, Prigojine jouait un double jeu à Bakhmout. D'un côté, il exprimait ce qu'il revendiquait auprès de l'armée et de l'appareil, et donc de Poutine aussi, c'est-à-dire la prolongation de ses contrats et de son statut. Et puis de l'autre côté, il intoxiquait les otano-ukrainiens pour les faire venir en leur faisant croire que ça allait très mal, tout ça, pour les faire venir et les hacher menus. D'ailleurs, il a appelé ça le hachoir. Et les otano-ukrainiens se sont laissés avoir, ou ont voulu démontrer aux Américains qui combattaient très fort et que ça valait la peine de continuer à voter du dollar et à envoyer des armements, puisqu'il y avait des combats féroces qui se déroulaient. Bakhmout, il faut bien dire, c'était pas de la maskirovka, comme dirait l'autre. C'était des vrais combats difficiles, parce que Bakhmout est une ville qui est construite aussi sur des anciennes mines, avec des souterrains qui ont été aménagés à l'époque soviétique pour devenir éventuellement un point de commandement essentiel en cas de guerre nucléaire. Donc il y a des souterrains assez profonds, avec des couloirs qui sont assez larges pour laisser passer des chars en sous-sol. Et donc les gens de Wagner ont dû se battre d'une manière très très compliquée pour arriver à chasser les otano-ukrainiens qui étaient là-dedans. En plus, évidemment, ils jouaient le côté. Alors, c'est ce qui est aujourd'hui d'ailleurs la tactique qu'on attribue aux Russes, c'est-à-dire la tactique qui a précédé la bataille de Koursk pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à faire venir les Allemands vers eux. C'est un peu la bataille de Cannes d'Hannibal, si vous voulez aussi. Faire venir l'adversaire, essayer d'en liquider le maximum, et puis ensuite passer à la contre-offensive, et notamment avec la bataille de chars, qui a permis en fait de transformer l'essai de Stalingrad, si vous voulez. Ça, c'est l'histoire de la guerre dans la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un peu la tactique qu'il semble actuellement appliquer.
Donc, avec toutes les nuances, et là aussi, avec toutes les discussions sur les aspects de commandement des différentes régions en fonction des généraux qui s'y trouvent. Là aussi, pas évident. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'aspect général, c'est un petit peu ça. Donc, Prigojine, dans la mesure où le délai, ça y est, là, arrive à son terme, que visiblement, Shoigu ne veut pas entendre parler d'une prolongation du contrat, et donc des sous, et donc de l'autonomie, et qu'on insiste pour intégrer une grande partie de ses troupes dans l'armée, et ben Prigojine se révolte. Et il se révolte en venant à Rostov, dans l'état-major à Rostov. Mais sans un seul coup de feu, je vous signale. On parlait de 15 morts. Hein? On parlait de 15 morts, qu'il y aurait eu 15 morts. C'est après. Ouais. C'est OK. après. Donc, il est à Rostov. Il est aussi à Voronezh. À Voronezh. C'est une grande ville, Voronezh. Il y a une armée plus loin, déjà. importante à Voronezh. Oui, puis Et c'est plus loin, c'est beaucoup plus loin. l'armée ne fait pas ça pour résister à Wagner. Rien. Et vous regarderez quand l'affaire a été terminée, je m'en vais un peu en avant, comment les Wagnériens, les musiciens de Wagner, ont quitté Rostov sous les applaudissements de la foule. OK. Bien sûr. Donc, ce sont les vainqueurs de Bakhmout. Rien. Ce sont les vainqueurs de Bakhmout. Quand ils ont commencé à marcher sur Moscou, ils ne l'ont pas fait à partir de Rostov, contrairement à ce qu'on a dit. Ils l'ont fait un peu au nord justement de Voronezh, et c'est pour ça qu'ils étaient à 200 km de Moscou. Ils étaient en colonne. Donc, si l'armée voulait les défaire, elle aurait pu. Et c'est pour ça qu'il y a eu les morts. Et là, moi, je ne comprends pas très bien ce qui s'est exactement passé. Mais je pense qu'il y a eu du cafouillage. Ils ont pris les musiciens ont cru, eux, ils sont quand même des gens qui viennent de combattre à Bakhmout pendant 9 mois. Hein. Ils voient arriver. On comprend très bien la situation. Ouais. Un Ilyushin qui est susceptible d'être un bombardier et un hélicoptère de combat Ka-52 là, sur leur colonne. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire et ils les abattent. Et ça, à mon avis, c'est la grosse bavure. Ça, mais c'est un réflexe de soldat. C'est un réflexe de soldat. C'est politiquement la bavure. Okay. De toutes les façons, il n'y avait pas de projet de coup d'État. Mais il y avait un projet d'insoumission, pas vraiment de mutinerie, puisque ce n'est pas un corps d'armée comme tel. Moi, je ne suis pas trop d'accord pour dire que c'est des mercenaires, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un corps... Ils sont russes. Mais ils sont russes. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce n'est pas des étrangers qui ont été recrutés que sur du pognon. C'est souvent des Russes qui sont des volontaires au combat et qui préfèrent la structure de Wagner parce qu'elle est beaucoup plus souple que celle de l'armée, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Donc, moi, j'en ai vu quelques-uns, hein, des fois, des musiciens. C'est pas des mercenaires, ils n'ont pas la mentalité du mercenaire. Ouais, ils sont intéressés par l'argent que ça rapporte, hein. Ça, c'est évident. Mais c'est pas ça. C'est pas des mercenaires au sens Bob Denard. On en a interviewé à Lugan. On en a interviewé des... Voilà, bon, c'est très bien. Voilà. Donc, ça vous donne la chose. Alors ensuite... il y a Loukchenko, qui est arrivé. Oui. Prigojine, là-dessus, ne pouvait de toutes les façons pas aboutir à une prise de pouvoir, à un renversement, pour la bonne raison qu'un pouvoir russe ne peut pas se permettre ce genre de truc. C'est le bordel total dans tout le pays, c'est pas possible. Donc, de tradition, le pouvoir russe va réagir comme un pouvoir. Et c'est le cas de Poutine, qui quand même se garde d'appeler Prigojine un traître, qui dit c'est un coup de poignard dans le dos, comme ce qu'on a connu en... Il le cite jamais, il le cite jamais. Il ne cite pas le nom de Prigojine. Et il rend hommage au combattant... Il ne cite jamais le nom de Prigojine, il dit, voilà, il dit les mutins, et à aucun moment, il ne cite aucun nom. Et au service rendu.
Et en plus, il fait allusion, pour expliquer son attitude, à 1917, quand Nicolas II, lui, a abdiqué, en faisant une des plus grosses bêtises qu'il peut se faire, même la plus grosse sans doute, et en rappelant que l'armée russe était en train de gagner. Ce qui, en 70 ans d'histoire soviétique, n'avait jamais été dit. Alors nous, on s'en fout parce qu'on n'a pas compris ça. Mais pour le public russe, ils entendent Poutine dire en 17 on gagnait et on s'est fait avoir. Et là, ça serait pareil. Oui, c'est pour ça, Vous vous rendez c'est compte, pour ça au que les Turkménistan, Allemands ont introduit. ça- C'est pour ça que les Allemands ont introduit Lénine en Russie, précisément parce qu'ils étaient en train de perdre. Mais non, c'est pour ça que l'Autriche, je parle de 17, c'est pour ça que l'Autriche avait demandé une paix séparée à la Russie. C'est pour ça que les fameux chapeaux, vous savez, des combattants rouges là qu'ils ont appelés après Boudionovka, en fait, c'était des bonnets qui avaient été cousus pour équiper les soldats russes qui se préparaient à défiler à Berlin et à Constantinople, qui étaient prévus par la préparation du traité de Versailles en 1917. En 1917, les Russes étaient à Mossoul, au sud. Ils étaient dans Bessarabie, ils avaient avancé totalement avec Broussilov. C'est des choses qu'on oublie totalement parce que c'est des trucs très peu connus. Et dans nos manuels scolaires, lorsqu'on étudie encore l'histoire en France, eh bien, on avait appris, parce qu'on avait une histoire qui était déformée par l'historiographie soviétique, que en fait la Russie a perdu parce qu'elle était misérable, que c'était très mal, et que les soldats n'étaient pas équipés, et qu'ils crevaient de faim, etc., etc. C'est pas vrai. La Russie gagnait. En 17, la Russie gagnait. Et c'est parce qu'il y a eu 2 convois de ravitaillement qui ne sont pas arrivés à Saint-Pétersbourg que les journées de Saint-Pétersbourg ont commencé, les grèves ont commencé à Saint-Pétersbourg, et qu'il y avait à ce moment-là une rotation de l'armée. Bref, il y a eu un concours de circonstances que Nicolas II n'a pas su du tout apprécier et qu'il a été mal conseillé, il faut bien le dire aussi. Et donc, il a abdiqué en pensant faire une astuce, en abdiquant pour son frère qui aurait retourné ensuite, etc. C'était, bon, voilà, une grosse bêtise. Il avait très mal évalué la situation, mais la Russie s'est fait avoir à ce moment-là. Et notamment, elle s'est fait avoir, évidemment, avec les Anglais qui se sont ralliés, en fait, aux Allemands, indirectement, parce qu'ils ne voulaient pas voir la Russie à Constantinople. C'est des aspects, ça, et ça, Poutine l'a remis au goût du jour en parlant de cette affaire Prigojine. C'est intéressant, ça, quand même. Donc, il dit, attention, on ne va pas recommencer comme on a fait avec le gouvernement de février, là, février 17, où on a vu arriver un espèce de paquet d'incapables qui ont tout foutu en l'air et qui ont ouvert la porte aux bolcheviks. Donc, là, ça va, ça suffit comme ça. La Russie ne va pas laisser passer encore des occasions. Ce qui aussi était sous-entendu, on ne va pas encore une fois renoncer à une victoire. Et effectivement, donc, Poutine avait a la capacité, c'est le capitaine Place qui me disait ça, une armée doit avoir la capacité à s'adapter à la réalité en temps réel, en temps de guerre. Et Poutine a réagi. Donc, ça s'est fait quasiment en temps réel du côté de Poutine. Comment on peut être dans la tête de Poutine? Comment ce monsieur-là, là, vous me dites qu'il s'est référé à l'histoire? Ouais. Il a réagi comme un chef d'État et un chef d'un État structuré et puissant qui ne pouvait pas se permettre des divertissements du type Prigojine, malgré la justesse de certaines des revendications de Prigojine qui étaient quand même formulées d'une manière totalement indécente, grossière, etc. etc. Hein. Oui. Le bonhomme, c'est quand même un gars qui a un passé un peu chargé, hein, faut bien oui, dire. Bechek Golovko nous en a fait une présentation, mais ça reste que, comme vous dites, vous rendez à César ce qui appartient à César, c'est que c'est critique. Et c'est Erwan Castel qui nous disait ça, que contrairement en France, quand il était dans l'armée française, il dit il y a entre les soldats russes, entre les généraux, souvent des débats,
même que les généraux, des fois, à la fin des réunions, ils demandent aux soldats s'ils n'ont pas des questions, ce qu'ils ne voyaient pas, Erwan, dans l'armée française, mais que dans l'armée russe, il a resté surpris de ce côté-là de l'armée russe, que les gars sont capables de se parler dans la face. Alors, il y a ça dans l'armée, mais il y a encore plus ça chez Wagner. Ah Là, ouais, j'ai hein? vu des témoignages. Wagner, avant de faire une grosse opération, enfin tactique ou stratégique, il réunit son monde. Et il réunit d'abord ses officiers, puis après, les officiers réunissent les soldats. Et ils discutent. Ah ouais. Ils discutent et ils entendent les avis différents. Et ensuite, une fois que la décision est prise, alors là, c'est une discipline de fer. Et là, ils ne rigolent pas. Bon, compte tenu du public qu'ils ont aussi, pas forcément. Hein. C'est vrai qu'un déserteur, un gars qui aurait été, par exemple, c'est ce qu'on fait, qui déserte, c'est ce qu'on fait dans toutes les forces spéciales. Ça, c'est clair. Puis, M. de Cocheco, là, on apprend que. C'est ce qu'on fait dans les forces spéciales. On apprend que M. Dans les forces spéciales en France, Oui. Allez-y, capitaine. Dans les forces spéciales en France et dans tous les pays du monde, dans les forces spéciales, le moindre opérateur de base, hein, ou équipier, comme on dit, hein, peut donner son avis s'il a une bonne idée, elle est prise en compte. Dans toutes les forces spéciales du monde. Monsieur de Cocheco, oui, suite à ces Loukachenko. Oui, et c'est ça, là, et le futur de Prigozhin, comment vous voyez ça? On essaye. Je ne suis pas prophète. Hein. Ben non, bien sûr. À mon avis, donc, Loukachenko a joué un rôle, à mon avis, très positif, qu'il était sans doute un des seuls à pouvoir jouer, parce que, d'ailleurs, on l'appelle en Biélorussie et en Russie, quelquefois avec un peu d'ironie, mais d'ironie plutôt sympathisante. Hein. On l'appelle le petit père, Batchka. Donc, le Batchka, qui est effectivement le doyen là-dedans, qui a un côté rétro, il faut bien le dire, avec un côté de directeur de kolkhoz, si vous voulez, mais un directeur de kolkhoz efficace, qui a quand même maintenu son pays avec un niveau d'industrialisation, avec un niveau de vie pas merveilleux, mais si on le compare à l'Ukraine, c'est le jour et la nuit. Ce qui a beaucoup joué lors des mouvements organisés par l'OTAN dans les années 2020, en appuyant sur la jeunesse, un peu comme ce qu'on a pu connaître, nous, en mai 68 en France, et pour essayer de virer De Gaulle, justement, hein, déjà. Et bien là, pour essayer de virer Loukachenko, qui effectivement, pour la jeunesse, a ce côté rétro, soviétique, un peu chiant, un peu lourd, enfin, etc., mais qui, à côté de ça, a quand même garanti un niveau de vie, a garanti une capacité de production à son pays, a joué très fin entre la Russie et l'Europe, entre les trafiquants, entre les oligarques ukrainiens, russes, et sans laisser trop le pouvoir aux oligarques biélorusses, en revanche. Hein. Ah oui. Tout ça, oui, c'est important, oui. Quand vous allez en Biélorussie, c'est la Suisse. Hein. C'est propre, c'est bien rangé. C'est par rapport au désordre relatif de la Russie, je peux vous dire que ça frappe. Hein. C'est différent. Hein. Ah oui, hein. C'est efficace. Bon, bref, Loukachenko a donc une autorité morale. Et en plus, contrairement à ce qu'on dit ici, hein, encore une fois, on est tellement prisonnier des préjugés et de la propagande qu'on raconte ici, c'est le dictateur d'Europe. Non. Bon, il est autoritaire, ça c'est clair. Hein, mais en 2020, quand il y avait les manifs de révolution de couleur, là, avec le drapeau, ça c'était pas très malin aussi, avec le drapeau qu'avaient utilisé les Allemands pendant l'occupation. Bon, lui, Loukachenko, il s'est pas conduit comme Yanukovych en Ukraine. Hein. Il est resté sur place et il a posé avec sa Kalachnikov en disant on se défendra. C'est-à-dire il était plus dans la ligne Allende que dans la ligne Yanukovych. Hein. Ah oui. Donc, voilà, autorité morale incontestable, autorité de compétence aussi, et puis en plus, il connaissait Prigozhin.
OK. Et puis en plus, c'est quand même justement l'ancien dirigeant soviétique, même à un niveau cadre moyen. Donc tout le langage ordurier de Prigojine, il connaît. D'ailleurs, il a raconté lui-même, il a dit, mon coup de fil, au début, il voulait pas répondre. Il a fallu qu'on l'oblige à répondre. Il a répondu. Les premières 10 minutes, il m'a abreuvé d'injures. Il a utilisé que des gros mots. Au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, ben maintenant, tu vas te calmer et puis on va discuter sérieusement. Et, et puis il a dit, bon, j'ai dit à Poutine, c'était pas la peine de te descendre tout de suite. Mais je te préviens, je peux lui dire aussi le contraire. Ah, c'est comme ça que la discussion a Ah oui. continué, selon ce que raconte Loukachenko, et je pense que c'est vrai. Enfin, bon, en tout cas, c'est joli, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Et en tout cas, il propose le compromis à Prigojine, immédiatement accepté par Poutine. C'est peut-être ça qui fait penser à la Maskirovka. Hein. OK. En fait, je crois que ce n'était pas qu'une Maskirovka, mais ça peut être utilisé comme tel. Ensuite, du coup, ça donne quoi comme possibilité? Il est évident. Ils installent 2 casernes au moins pour les Wagner en Biélorussie. Ah Ce oui? qui veut dire que Wagner conserve son statut, Prigojine conserve sa boîte, sa PME, comme j'ai dit, hein, de musiciens. Ces musiciens vont donner des formations et un entraînement à l'armée biélorusse, vont être une dissuasion aussi bien pour les Otanos et les Anglo-Saxons pour réorganiser à nouveau des émeutes comme ils l'ont fait en 2020, une révolution de couleur ou je ne sais pas quoi. Ouais. Et puis, ça va faire aussi Maïdan à Minsk. Les Polonais qui avaient quand même des vues sur la Biélorussie en fonction de leur projet du royaume des deux mers, dont ils sont convaincus, les Américains, que c'était un bon état tampon entre l'Europe occidentale et la Russie pour isoler définitivement la Russie. Eh bien, tout ça, les Wagner, là, du point de vue Loukachenko, c'est impeccable. Je pense qu'il y a aussi un accord pour que les Russes continuent à passer des commandes au Wagner. De même que des États africains ou des compagnies privées qui interviennent en Afrique. Il ne faut pas oublier que Wagner, leur clientèle, elle est surtout en Afrique. Mm-hmm. Elle a été appelée, ce que dit Prigojine, elle a été appelée en Ukraine pour des raisons de patriotisme et parce qu'au début de la campagne du SVO, là, il manquait de l'effectif. De l'opération militaire, il y a eu quand même des trucs qui n'ont pas tourné exactement comme il aurait fallu ou comme ils auraient voulu, notamment dans la région de Kiev et de Kharkov, où les Ukrainiens qui avaient promis de retourner la situation, en fait, ne l'ont pas fait. À Kharkov, ils ont été rachetés par les Anglo-Saxons plus cher que ce que leur avaient donné les Russes. Et à Kiev, ça a complètement foiré. Aussi. Et les Russes, ils sont allés quasiment en armement léger, en colonne de chars, ce qui a été ridicule et ce qui a coûté très cher en hommes et en hommes de qualité à l'armée russe. Donc, ils sont passés ensuite à la guerre en économisant les hommes. Ce qui, dans l'histoire russe, est assez nouveau si on accepte l'époque de Koutouzov, donc de la guerre contre Napoléon. Là, par rapport à Staline et à la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, aujourd'hui, les Russes, ils vont à l'économie, y compris des hommes. Parce que la faiblesse démographique, parce que tout ça. Malheureusement, et j'ai jamais vu ça, moi, dans un conflit, j'en ai couvert quand même quelques-uns. Hein. Jamais vu, je vois parmi les Russes qui notamment ont combattu en Ukraine, tous sont, parmi les premières choses qu'ils disent, ils sont totalement désespérés du nombre d'Ukrainiens russes qui sont tués. Ah oui. Hein. Et ils en sont, mais malades. Malheureusement, ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils nous foncent dessus, ils sont totalement zombisés, ils sont drogués, et puis il y en a qui sont fanatiques. Et malheureusement, oui, il y en a beaucoup qui sont tués. En plus, ils s'en foutent, les Ukrainiens, enfin les Otano-Ukrainiens, ils laissent énormément de cadavres sur le champ, quoi. Et c'est les Russes qui les enterrent.
ce qui altère aussi leur morale. Hein. Bon, enfin bref, mais c'est la première fois, moi, que je vois une guerre où c'est l'adversaire, si vous voulez, on a pitié tellement et on est tellement désespéré qu'il y ait autant de morts chez l'adversaire. Ah, D'un on l'entend. côté, c'est indispensable de leur point de vue militaire. D'un autre côté, du point de vue russe et du point de vue humain, il y a un vrai désespoir. Et à mon avis, c'est vrai que c'est une tragédie. Hein. Ah oui, Et, oui, quand on compare ça au sénateur Graham américain qui se réjouissait bien sûr. qu'on n'avait jamais si bien investi de l'argent américain pour tuer des Russes. Ah bah bien C'est sûr. pas Hein, bah, eux, l'attitude des Russes oui, actuellement, oui, mais c'est pas du normal. tout. Oui, bien sûr. Eux, Oui, bah, là, ils sont oui. contents. Là, bah, ils tuent les Russes comme ils ont tué des Indiens, comme ils ont tué des Vietnamiens, etc., etc. Oui, pour eux, c'est normal. Donc voilà. Mais en tout cas, pour les Russes, je vous dis, c'est peut-être une chose à remarquer, ça aussi, dans ce conflit. Alors, Prigojine, aujourd'hui, bah donc, il va avoir ses bases en Biélorussie. Je pense qu'il va pouvoir réorganiser un peu son business. Il a perdu des hommes parce qu'il y a des hommes qui sont embauchés dans l'armée russe, hein, quand même, hein, qui ont signé le contrat qu'on leur demandait de signer et qui vont donc renforcer les unités russes, qui ne vont pas forcément être très faciles à commander, hein, parce qu'il faut que ce soit des officiers de valeur qui arrivent à les commander, ces gars-là. Hein. Ah Eux, oui, non, ils absolument. connaissent Ils la veulent voir bagarre. une Hein. logique là-dedans, eux autres. Donc, il y aura peut-être des questions avec les généraux, là, avec des généraux incapables, par exemple. Donc, voilà. Il y avait incontestablement des tensions réelles. C'est pour ça que je ne parle pas que de Maskirovka, entre des généraux et Prigojine, entre sans doute même l'entourage, voire avec Shoigu, le ministre, et Gerasimov. Sovorokin là-dedans, et vous avez remarqué, hein, il est dans une espèce d'entre-deux. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. L'adresse de Suvorokin à Surovikin, pardon, à Prigojine, lorsqu'il l'appelle à rendre les armes et à arrêter sa rébellion, là, elle est très différente de ce qu'on a pu entendre après, parce que le après, évidemment, une fois que Poutine a pris la parole, a parlé de trahison et a dit qu'il ne tolérerait pas le désordre, il est évident que toute la cour s'est mise tout de suite à parler de la même chose et en faisant de la surenchère pour être encore mieux vu. Phénomène habituel du courtisan qui en rajoute. Alors, par ailleurs, en revanche, au moment de Prigojine, quand on ne savait pas trop comment ça allait tourner et que Poutine n'avait pas encore parlé, d'ailleurs, il a parlé avec au moins une demi-heure de retard par rapport à ce qui était prévu. Hein. Okay. Et à un moment, moi je me rappelle, j'ai passé un coup de fil à ce moment-là à des gens à Moscou. Ils me disaient, mais on ne sait même pas où est Poutine. Voilà. Donc, inquiétude. Il y a des gens dans l'administration gouvernementale, même présidentielle, paraît-il, j'en sais rien. Et parmi les officiers supérieurs, des officiers généraux, qui ont pris des billets d'avion. Il y en a un qui ont payé 200 000 roubles pour un billet pour Tbilissi. Oh, très intéressant, oui. Hein? On parlait des écuries d'Augias. Alors voilà, oui. ça c'est un point qui est essentiel. Ils se sont révélés eux-mêmes. La 5e colonne s'est en partie révélée en ayant eu peur de Prigojine. Alors maintenant, que va faire Poutine? Ça, je peux vous dire qu'il y a des discussions abondantes. Oui. Est-ce qu'il va en profiter pour faire un peu de nettoyage et remettre un peu les choses au niveau? Est-ce qu'il va en profiter pour faire monter les officiers les plus capables? Est-ce qu'il va en profiter pour alléger certains aspects des services d'achat de matériel militaire et des équipements? Est-ce qu'il va en profiter peut-être même pour faire pression, par exemple, sur certaines politiques de la Banque centrale, notamment par rapport au rouble et par rapport à la cotation du rouble et par rapport à l'émission monétaire, par exemple? Bon. Tout ça, je ne sais pas, mais c'est ça qui est le plus intéressant. Il y a beaucoup de Russes qui me disent... Ce sont des enjeux. Attention, Poutine... Alors là aussi, je vais être choqué parce que par rapport à ce qu'on entend d'habitude, évidemment, mais il ne faut pas oublier que Poutine est un modéré, centriste, qui a toujours essayé de
de ménager la chèvre et le chou, qui, n'oubliez pas, en 2000, demandait à Clinton à entrer dans l'OTAN, qui parlait aux Européens de la maison commune européenne dans le sillage de Yeltsin, qui en avait déjà parlé. Merci de le rappeler. Et il a fallu que ce soit les Américains et les Européens de l'Ouest qui lui crachent dessus pour qu'il commence à comprendre et qu'en 2007, il fasse son discours de Munich où il dit bah alors, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Il faut quand même nous laisser vivre. Mais non, t'es qu'une pompe à essence. Ah oui. Et à partir de 2007, les Américains ont réagi comment? Eh bien, en montant les fameuses sanctions en prenant prétexte de l'affaire Magnitsky, qui est une affaire complètement foireuse quand on la regarde de près, y compris vu par un cinéaste qui s'appelle Nekrasov, qui était un dissident, un opposant, et qui, une fois qu'il s'est mis à faire un film sur l'affaire Magnitsky, s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas d'affaire Magnitsky. Pas, en tout cas, pas telle qu'elle a été présentée. Ah oui, ils sont capables de tout faire avec Américains. les médias, eux autres. Oui. Et d'autre part, le lendemain du discours de Munich de Poutine, on a eu droit à l'attaque de l'Ossétie du Sud en 2008, au moment des Jeux Olympiques, au moment où Poutine était à Pékin. Paf, Saakachvili recevait le feu vert pour attaquer l'Ossétie du Sud et il a contraint les Russes à réagir. Ce qui a montré aux Russes une chose, c'est la faiblesse de leur armée. Ah oui. Et à partir de ce moment-là, ils se sont mis à se rééquiper et ils ne sont pas arrivés au niveau qu'ils devraient, mais enfin, il n'empêche qu'ils ont quand même des missiles hypersoniques, ce qui nous garantit aujourd'hui le fait que le conflit n'est pas dégénéré en nucléaire, parce que sinon, si avec les Américains qui auraient gardé une prépondérance nucléaire, je pense que la Russie aurait déjà reçu une bombe nucléaire. Très difficile à croire de ce côté-ci. Oui, mais je pense que Prigojine, c'est la réalité. Va continuer son business, va pouvoir intervenir en Afrique, va entraîner les gens en Biélorussie, va être une force de dissuasion par rapport à la Pologne et par rapport aux anglo-saxons au niveau de la politique intérieure de Biélorussie. Loukachenko a tout à y gagner. Pour ce qui est des Russes, bah, ils vont peut-être changer le nom de Wagner en ce que j'ai dit, hein, je ne sais pas. Est-ce que Prokofiev, ou est-ce que ça sera Prokofiev, ce serait bien. Ou Prokofiev, oui. Enfin, bon, bref. C'est russe au moins. Comme l'ont fait les Américains, puisque les Russes suivent là l'exemple américain, contrairement à ce qu'on a pu en dire. En disant Wagner, c'est des ordures terroristes, etc. Mais enfin, c'est exactement Blackwater et Academia, mais en moins monstrueux que Blackwater. Monsieur Koshko, vous qui avez de l'expérience dans le journalisme, comment vous avez trouvé la couverture médiatique par rapport à ça? J'ai eu l'impression que ce volet-là a comme animé les fantasmes des journalistes qui ont vu l'effondrement du régime Poutine quand c'est totalement le contraire. Vous nous avez fait la démonstration que grâce à ses connaissances, grâce à sa clairvoyance, puis à sa connaissance, hein, quand on voit Lavrov, puis on voit Poutine aller au niveau international en ce moment, on voit toute l'expérience mise en œuvre pour éviter le pire. Alors, comment vous avez trouvé ça, cette couverture médiatique? À vrai dire, je regarde assez peu maintenant les médias occidentaux, mais ça m'a fait rire quand ils ont commencé à parler de Freedom Fighters, notamment. Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça drôle, parce que ça me rappelle, moi j'ai couvert l'Afghanistan. Hein, rappelez-le, c'était quoi l'affaire de Freedom? Oui, les Freedom Fighters. Là. Oui, les combattants de la liberté. Les Moudjahidines afghans, donc ils étaient Freedom Fighters à l'époque, quand ils étaient contre les Soviétiques. Et puis après, c'est les mêmes, hein. Quand ils sont devenus talibans, c'est devenu des ordures islamistes, je ne sais pas quoi, les talibans épouvantables, etc. Hein? C'est les mêmes, Bon, oui. Moi, je les connaissais tous. Hein. Mais pensez-vous que... Aussi peu Freedom Fighters avant qu'après. Hein. Puis, certains ont dit aussi que c'était pour faire oublier toute la défaite de Bakhmut, puis ça ne va pas très bien sur le front, que les journalistes se sont accrochés à ça
pour justement encore justifier toute la série d'argent. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a été annoncé il y a 2 semaines encore 500 millions de dollars qui allait entraîner des pilotes F-16. Donc, ce volet-là aussi, j'ai l'impression qu'il a servi à garder le mythe que si on continue à financer, on est sur le point de l'avoir, là, continuons, là, Poutine est sur le bord de tomber. J'ai l'impression qu'on a assisté à ça aussi. Ah oui, bien sûr, non, mais si ça pouvait servir de prétexte pour voter les budgets, pour passer le pognon, et évidemment les rétrocommissions qui s'en suivent. Hein. Exactement. Bien sûr, c'est très très bien. Là, avant la réunion de l'OTAN, là, je pense qu'il va y avoir quelque chose de démonstratif, et j'espère, et là malheureusement, après le coup de l'explosion du barrage de Kakhovka, et les anglo-américains, enfin les anglo-saxons et les eutano-ukrainiens ont montré qu'ils étaient capables de tout. Parce que ah oui, vous parlez de Zaporizhzhia, là, hein? C'est monstrueux de faire sauter un barrage comme ça. Vous parlez de Zaporizhzhia, là, hein? J'espère qu'ils ne vont pas attaquer la centrale nucléaire de Zaporozhye. Bah, j'espère. Si, moi, je pense qu'ils vont. Et malheureusement, je pense qu'ils vont faire un faux drapeau à Zaporizhzhia et j'en veux pour preuve l'intervention conjointe des sénateurs républicains. Ils vont accuser les Russes. Chez nous, on n'aura que l'accusation contre les Russes. Pour arriver à accuser les Russes d'avoir fait sauter le Nord Stream, vous savez, il faut le faire hein, quand même. Hein. Racontez ça à un cheval de bois, il vous fout des ruades. Hein. C'est pas possible. Bon, ben là, c'est pareil, ils vont faire pareil pour Zaporozhye. Et l'ennui, c'est que, reste à savoir à quel point ils vont faire explosion, parce que l'ennui, c'est que ça va atteindre toute une partie de l'Ukraine, une partie du sud de la Russie, et puis une partie de l'Europe occidentale. Les Américains s'en foutent, parce que pour eux, c'est tout bénef. Ils sont loin, donc ils n'auront pas le nuage nucléaire. Ils ont fait une attaque nucléaire sans lancer de bombes, et en plus en accusant les Russes. Donc ça peut être une opération que malheureusement, ils peuvent lancer. Maintenant, je pense non seulement, mais il y a des prémices. Alors là, il y a des prémices, puisque les sénateurs, j'ai envoyé, Karl, Graham, encore le même coup, là. Alors, républicains, mais surtout, il y a une union sacrée entre républicains et démocrates sur ce sujet. Ils sont intervenus, un sénateur républicain et un sénateur démocrate ont tenu des propos, là, je t'ai envoyé la vidéo, dans laquelle ils menacent la Russie de représailles donc de type nucléaire, nucléaire si la centrale de Zaporozhye venait à être explosée par eux, ce qui est invraisemblable, puisque ce serait à ce moment-là les Russes qui se priveraient de leur propre centrale. C'est complètement débile. Donc, ils atteindraient leurs propres troupes. Donc, M. de Cocheteau, vous partagez mes inquiétudes sur Zaporizhzhia. On en a parlé en fin de semaine. Oui. Il y a plein d'articles qui sortent actuellement là-dessus. Ah oui, hein? Oui, et si on en parle, c'est très mauvais. Si la presse occidentale parle sans arrêt de la centrale de Zaporozhye, ça veut dire ils ont tout verrouillé. C'est-à-dire qu'ils vont, au pire, s'ils se font prendre, ils mettront ça sur le dos des Ukrainiens et diront que c'était une initiative ukrainienne. Mais au départ, ce sera un faux drapeau qui sera imputé aux Russes. Et ça veut dire qu'avant le sommet des BRICS, c'est pour ça que moi je pense que le sommet des BRICS est extrêmement important, parce que justement c'est l'instauration d'un panier de monnaie qui terrorise les banksters qui ont voulu cette guerre à New York, qui dit à New York. Les banksters de New York qui voient que leur fortune va se transformer en bien de monopoly, je le rappelle, c'est ça l'enjeu. Et donc, ils sont prêts à tout. Et c'est pour cet été, c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est forcément avant le sommet des BRICS, c'est-à-dire que c'est pour le mois de juillet. Donc, il faut le dénoncer pour empêcher que ça se passe. Le sommet des BRICS. Oui, c'est les deux échéances qui sont dangereuses, effectivement. Et je vous dis, c'est très avantageux pour les anglo-saxons parce que c'est une bombe atomique sans lancer de bombe atomique. Donc, c'est magnifique pour eux. Mais l'ennui, c'est de savoir comment les Russes vont réagir à ça. Est-ce que les Russes vont dire, et là aussi, ça dépendra de ce que décidera Poutine, sans doute, est-ce que les Russes vont annoncer que si la centrale de Zaporozhye est attaquée, ils considéreront ça comme une attaque nucléaire, et donc, ils réagiront en envoyant un Sarmat sur New York ou sur Washington et sur Londres.
Ah oui, hein? Et sur Londres, hein, à mon avis, c'est les peut-être Anglais en ce moment. c'est peut-être le seul moyen. Qu'est-ce que peut-être vous avez le dit, seul M. moyen de Cocheco? dissuasif. Je dis que Londres décide, la City joue un rôle aussi important que Washington. Ah Plus oui, hein. important, oui. Plus important, oui. Oui. Moi, je suis persuadé que c'est eux qui sont à la manœuvre. Les Américains souhaitaient plutôt un conflit en Asie-Pacifique et les Anglais Non, ont acheté. Les Anglais ont acheté les Américains avec la destruction du Nord Stream 2 qui était planifié. Ils avaient promis aux Américains qu'ils détruiraient le Nord Stream 2. D'ailleurs, Biden a dit à ses journalistes, ne vous inquiétez pas, c'est sous contrôle, avant bien avant que les choses dégénèrent. Donc, clairement, c'était l'enjeu. Hein, ça a été la négociation entre Londres et New York, et non pas Washington, où il n'y a que des marionnettes. Donc, la négociation, ça a été, bon, vous ne nous embêtez pas en Asie-Pacifique. Les Anglais ne veulent pas d'un conflit en Asie-Pacifique qui menacerait leur dominion à la fois à Hong Kong, surtout en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et donc, ils ont négocié ça avec les Américains pour que les Américains jouent le jeu. Mais les gens qui sont à la manœuvre en Russie, c'est le MI6 au départ. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, il y avait un conflit, il existe toujours, hein, entre la City et New York depuis la crise de 2008. Ce conflit, c'est un conflit pour le trône, en fait. C'est une lutte pour le trône. Mais la politique générale des Anglo-Saxons, c'est une politique concertée et qui va toujours dans la même direction. Ils ne sont pas fous. Ils ne se tirent pas dans les pattes de ce niveau-là. Mais en tout cas, la conflictualité entre la City et Wall Street, c'est ce qui a permis l'arrivée de Trump au pouvoir. Et donc, là, les Anglais, je le répète, sont réellement à la manœuvre. Et c'est eux les plus dangereux. Chaque fois, c'est eux qui ont tout manigancé. Quand il y a eu justement ces tentatives de négociation juste avant Butcha, ils ont déclenché Butcha pour empêcher les négociations de se faire. Voilà, et pour empêcher les négociations de se faire à Istanbul. Donc, clairement, les gens qui ne veulent pas négocier du tout. Poutine a montré l'accord signé. Oui, c'est Johnson lui-même qui est allé à Kiev dire à Zelensky, vous ne signez pas ça. C'est fini. Voilà. Et Butcha était là pour empêcher l'accord de se faire. C'est que nous, en France, et c'est la position de Stop Russophobie, hein, Stop Russophobie ne s'occupe pas des affaires russes en tant que telles. On le réinforme en disant l'intérêt de la France, c'est certainement pas d'aller faire sauter la centrale de Zaporogier, parce que nous, on va se ramasser le nuage, que contrairement à Tchernobyl, la frontière ne va pas arrêter le nuage. Hein. Là, on va l'avoir. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on considère que nous, géostratégiquement et pour l'avenir de l'Europe, il faut jouer la Russie et non pas jouer contre la Russie au profit de l'autre côté de l'Atlantique, qui est tout à fait sympathique, mais qui est très bien chez lui, quoi. Hein. Voilà. Merci. On vous les laisse. Oui, exactement. Merci du cadeau. En tout cas, je ne suis pas certain qu'on veut l'avoir, mais on n'a pas le choix. Nous, on est entouré d'anglo-saxons. Donc, M. de Cocheco, merci beaucoup et à une prochaine. La prochaine, ça va être sur la religion orthodoxe russe. On a bien hâte de vous entendre là-dessus également. Alors, merci et à la prochaine. Merci, Capitaine Place, également. Au revoir. Merci, Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.